Donc, on est l'école supérieure d'art du Nord-Pas-de-Calais, Dunkerque-Tourcoing. Et là, voilà. Et là, on est sur. On est sur. Enseignante à Tourcoing Oui, en 29 ans. oui, vous avez été enseignante à Tourcoing. Et nous, ici, on est sur le site de Dunkerque. Ah, Voilà. d'accord. Et voilà. Moi, je suis Anne Rivollet, la directrice de site. Et vous avez là toutes les années, enfin, quelques étudiants de toutes les années confondues. Voilà. D'accord. Bon, en tout cas, nous sommes ravis de vous accueillir, enfin de vous avoir l'occasion de vous rencontrer ce soir. Donc, on a, juste pour contextualiser, on a été cet après-midi avec un groupe d'étudiants à Ruby Terminal voir votre œuvre. Étudiante. Non, un groupe d'étudiants tout mélangé. On a été avec un groupe d'étudiants. Étudiants et d'étudiantes. Voilà, c'est ça. Merci. Étudiantes et étudiants. Voilà. Nous avons été à Ruby Terminal pour voir votre travail et aussi visiter le site pour se projeter un petit peu sur le prochain volet de Gigantisme, voir un petit peu ce qu'on pourrait développer, mais en partant aussi, en ayant le récit de votre expérience. Voilà. Donc, je vous passe la parole et je vous remercie encore d'être là. Donc, bonjour à toutes et à tous. Et donc, c'est un peu difficile finalement. Est-ce que quelqu'un a une question pour pouvoir démarrer d'une manière plus conviviale, ou est-ce que je dois faire une conférence? Au départ, on pensait peut-être si vous pouviez raconter un peu votre démarche en général, et puis, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous a amené à faire ce travail à Dunkerque, et après des questions. D'accord. Bon, moi, j'ai été invitée, on m'a demandé si ça m'intéressait de faire un travail dans l'espace public à Dunkerque, sur ce site que vous avez visité. Et bien évidemment, j'ai tout de suite dit oui. Mais au moment, bon, et ça c'est une histoire de génération, au moment où j'ai entendu le mot Dunkerque, immédiatement j'ai pensé à la guerre. Et j'ai pensé à tous ces jeunes gens d'une vingtaine d'années qui sont, il y a eu quand même, je crois, 5000 morts, qui sont au fond de la mer carrément. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'est de rendre une sorte d'hommage à ces jeunes gens, parce que c'est grâce à leur sacrifice que finalement nous vivons aujourd'hui dans une démocratie plutôt libre, malgré tous les défauts qu'elle peut avoir. Et donc, j'ai pensé à Shakespeare, à La Tempête. Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose qui peut m'intéresser dans ce texte. Et effectivement, j'ai trouvé une phrase qui pouvait être vraiment, qui transformait la mort en quelque chose de beau finalement et de positif. Et j'ai continué, je me suis dit, comme je suis intervenue, vous n'avez vu en fait qu'un seul de ces, je ne sais pas comment ça s'appelle, de ces silos. Mais en fait, j'ai intervenu sur deux silos, un qui faisait face à la mer et l'autre qui faisait partie de la ville, pour ainsi dire. Et donc, sur le silo qui faisait face à la mer, j'ai mis le texte en anglais. Et sur celui qui faisait partie de la ville, je l'ai mis en français. Et j'ai trouvé une traduction qui me plaisait énormément et qui était une traduction faite par le fils de Victor Hugo. Donc, ce qui m'intéresse, c'est à la fois de travailler dans l'espace public. Je fais pas mal d'interventions dans l'espace public et j'ai commencé dans les années 70. Et là, en ce moment, il y a une peinture murale à Angers avec un texte qui vient de l'Apocalypse. Et le texte, c'est « Ne faites point de mal à la terre ». Donc, c'est toujours, je contextualise toujours mes interventions. Voilà. Donc, ça fait longtemps que je travaille, puisque j'ai un âge certain.
Euh, et, euh, et donc, je crois que voilà. Bon, maintenant, si quelqu'un a une question à me poser pour relancer le débat, ça sera peut-être plus facile pour moi. Bonjour, vous m'entendez? Oui, bien sûr, merci. Bonjour. Du coup, je fais partie des étudiants des étudiants et des étudiantes qui sont allés au mall cet après-midi. Et du coup, on a pu voir votre œuvre, celle que vous décrivez en anglais, Face à la mer. Du coup, j'avais une question. Pourquoi la phrase en anglais, Face à la mer, et pourquoi un texte en français et un texte en anglais? Parce que c'était déjà, il y avait deux silos. Et en plus, il y avait des Anglais comme des Français qui étaient dans cet événement. Je parle de la dernière guerre mondiale. Donc, il y a des jeunes Anglais et des jeunes Français. Donc, pour moi, ça s'est imposé comme ça. Ça ne veut pas dire que je ne détiens pas une vérité absolue, mais dans mon cheminement personnel, ça s'est imposé de cette manière. D'accord, merci. Ouais. Bonjour, j'ai compris le cheminement pour choisir le texte et j'aurais voulu en savoir un peu plus pour choisir la taille des lettres et l'espace entre les lettres et les mots. Alors, la taille des lettres, ça s'inscrit carrément par rapport au lieu où a lieu l'intervention. Donc là, j'ai pris toute la surface possible d'intervention sur ce silo. Maintenant, la manière dont je procède, je me sers beaucoup du nombre d'or. Et une fois que j'ai calculé, par exemple, une fois que je calcule, je connais les dimensions de l'espace d'intervention. Après, je prends mon texte, je calcule le nombre de lignes, le nombre et je fais un savant calcul avec le rapport du nombre d'or qui est 1,618 entre les noirs et les blanches. L'avantage de travailler dans la société occidentale avec le nombre d'or, c'est que on peut faire des choses épouvantables avec le nombre d'or, mais si on arrive à bien le maîtriser, ça génère une harmonie plastique très intéressante. Et ça fait gagner du temps. Je veux dire, on ne se prend pas la tête en disant est-ce que je fais ces lignes de 3 mm plus grandes ou plus petites, etc. Puisque j'ai tous les rapports, je me dis, bon, ben voilà, je fais comme ci et comme ça. J'ai répondu d'une manière satisfaisante à votre question? Non, je n'entends plus rien là. Oui, je voulais juste savoir si quelquefois il y avait des mots avec lesquels vous cachiez cette harmonie en fait. Je ne comprends pas votre question. Par exemple, vous faites une phrase et puis il y a un mot ou des lettres que vous mettez en exergue, plus petites ou moins. Ah non, jamais. 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 Dans ce type de travail, dans ce type de travail. Parce que bon, j'ai plusieurs types de travaux avec l'écriture, mais dans ce type de travail, non. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Moi, je voulais savoir quelle analyse et quelle intention vous en faites de cette déformation du coup du texte et du coup de cette forme d'illisibilité du coup de la phrase. Bonjour. En fait, comment dire, j'appartiens à une génération, je suis une femme, et j'appartiens à une génération où finalement, tais-toi et va faire la cuisine, quoi. Mais j'ai plein de choses à dire. Donc, je joue sur les deux, c'est-à-dire
l'air de rien, je ne dis rien, mais en réalité, je dis tout ce que j'ai sur le cœur. Et c'est ce jeu de, souvent je cache les messages derrière moi, par exemple, vous pouvez voir comme ça, c'est finalement un poème en yiddish que j'ai complètement taché de noir, etc. Donc, c'est vraiment de dire, bon, c'est pas parce que je me tais que j'ai rien à dire en tant que femme. Très bien, merci. Bonjour. Bonjour. Du coup, vous travaillez beaucoup avec des lettres et du coup des phrases. Et du coup, est-ce que c'était juste la question de qu'est-ce qui vous a amené justement à travailler avec des phrases? Là, vous nous dites justement c'est parce que vous étiez une femme et que vous aviez des choses à dire. Du coup, est-ce que c'est que ça ou alors est-ce que vous trouvez un intérêt plastique autre que dans les lettres? De toute façon, j'ai toujours une passion pour la typographie, mais vraiment depuis le plus jeune âge. Et finalement, euh, je trouvais qu'on pouvait gérer euh, un espace d'une manière plastique avec la typographie. Et c'est vrai que même si on ne lit pas de message, ça marche. Donc, c'est à la fois, bon, je joue à la fois sur deux aspects, c'est-à-dire l'aspect plastique et l'aspect du message. Donc c'est vraiment un rapport entre justement la forme de la lettre et l'espace en fait. Tout à fait. Mais j'ai beaucoup d'autres travaux. Je ne sais pas si vous allez sur mon site, vous verrez beaucoup de travaux. Et beaucoup de street artistes me considèrent comme leur marraine. J'ai du reste été la marraine d'un festival Rose Béton à Toulouse, où il y avait Ringo, Oscar Peterson, enfin plein de street artistes vraiment hyper intéressants. Et c'est vrai que bon, j'ai été dans la rue quand même en 77. Donc voilà, vous n'étiez pas né. Et ils me disent que ça leur donne du courage, que je leur donne du courage, même si, voilà, parce que de savoir que c'est possible, qu'on peut faire ce qu'on a envie de faire, qu'on n'est pas obligé de se plier aux lois du marché, etc. Merci beaucoup. Mais ça, c'est une partie de mon travail. Je fais de la vidéo, de la photographie, beaucoup d'autres choses. Du coup, je sais aussi que vous accordez une importance particulière au côté éphémère de vos œuvres. Il y a une raison particulière à ça? Au côté, quoi? Éphémère. Ah, ou non, parce que j'ai plein d'œuvres qui sont pérennes. La photographie, la vidéo. Là, c'est dans l'espace public, c'est un peu spécial. Et puis, bon, comme c'était pas une commande pérenne, par exemple à Nice, j'ai eu une commande pérenne pour le tramway. Et bon, voilà, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est pas tellement de faire du pérenne, c'est de pouvoir le faire. Et puis après, ce que ça devient, je m'en fiche un peu. L'important, c'est que je puisse le faire et je puisse le dire. Et regardez, ce qui est hyper important, c'est que finalement, on a cette rencontre. J'aurais dû repréciser correctement du coup ce que je voulais dire. C'est du coup, est-ce que dans les œuvres que vous faites qui sont éphémères, ça apporte un sens en plus ou pas, ou juste c'est pour répondre à une commande et que ça vous satisfait aussi comme ça? À mon sens, ça ne m'apporte pas, je ne sais pas pour les autres, mais ça ne m'apporte pas quelque chose en plus. Ce qui m'importe, c'est de pouvoir le faire et de pouvoir le dire au moment où j'ai envie de le dire. D'accord, merci.
Et du coup, donc on était tout à l'heure sur le site et quand vous dites après ce que ça devient, je m'en fiche, c'est assez drôle parce que le directeur d'exploitation nous expliquait que en fait, ça a totalement changé leur image. Votre œuvre qui était côté terre, ça devenait un repère pour l'entreprise. Même, et du coup, oui, oui. Avant, ils avaient une activité un peu confidentielle, on va dire. C'était pas leur problème d'avoir une publicité sur leur travail. Et en fait, après, ils ont eu beaucoup de gens qui sont retournés vers eux, qui sont adressés à eux en disant mais comment vous avez fait ça, etc. Enfin, c'est super, machin. Donc il y a cet aspect-là qui rayonne, qui fait rayonner le site. Et il y a aussi autre chose qui nous a un peu touchés. Il nous expliquait que, alors ça, je ne savais pas si c'était vous, c'était une consigne ou si c'est d'eux-mêmes. C'est ça que je voulais vous demander. Le long de l'œuvre en anglais qui est encore en place, qui n'était pas faite pour être pérenne, mais qui finalement dure quand même plus de 3 ans. Il y a des cargos qui passent, des bateaux qui passent sur le canal, là, juste en face. Et en fait, à chaque fois que quelqu'un arrive dans l'entreprise, l'entreprise leur donne une feuille avec le texte, en fait, un petit outil de médiation sur votre travail. C'est bien. Il leur donne une affiche avec l'explication de la phrase, le texte. Et en fait, c'est exactement le cartel qu'il y a sur le grillage quand on va voir l'œuvre. Et est-ce que vous le saviez? Voilà. Non, je ne savais pas. Mais par contre, ce que je souhaitais, c'est vraiment que ça soit visible de la mer. Oui, ça, il nous Mais explique, je ouais. trouve que l'entreprise a fait un très beau travail de respect de l'œuvre. Vous m'apprenez quelque chose et je suis vraiment touchée. Oui, parce que du coup, ça se raconte, quoi. Ça crée du récit et ça se transmet, ça vit Ça encore. fait de l'humanité. Ça crée de l'humain. Mm. C'est un échange, c'est formidable. C'est à ce moment-là vraiment faire de l'art, ça vaut le coup. Du coup, est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus sur vous? Parce que moi, je connais que les offres que j'ai vues sur Internet sur vous, mais votre parcours, peut-être un peu nous le décrire si vous voulez. Oui, c'est un peu compliqué, mais bon, parce que la question, elle est tellement vaste, si vous voulez. Bon, ça fait très longtemps que je travaille. Donc, en fait, j'ai une enfance très privilégiée parce que excusez-moi, hein, voilà. J'ai eu une. Excusez-moi, juste une minute. Hein. François, je suis en conférence là. Bisous. J'ai eu une enfance très privilégiée puisque ma mère m'emmenait au Louvre tous les samedis d'après mon programme d'histoire. Donc, j'ai baigné dans la peinture. Vraiment, et par contre, je suis ce qu'on appelle autodidacte. Mais moi, je ne me considère pas du tout comme autodidacte puisque toutes les personnes que j'ai rencontrées m'ont appris quelque chose. Donc, mais je n'ai pas suivi de cursus traditionnel. De toute façon, je me faisais renvoyer de toutes les écoles où j'allais. Je n'étais pas du tout conforme. Voilà. Donc, un beau jour comme ça, j'ai décidé, je devais avoir 22 ans, j'ai décidé que j'allais être artiste. Et puis voilà, et j'ai continué. J'ai commencé par faire de la peinture, de la très mauvaise peinture, que finalement, au bout de 2-3 ans, quand j'en avais marre, j'ai tout brûlé. Alors là, les gens sont scandalisés, mais c'était mauvais. Et puis en plus, c'était ma peinture. Donc j'étais propriétaire, je pouvais faire ce que je voulais. Et à partir de là, j'allais toujours dans les expositions, vraiment, mais il y avait pas de lien entre ce que je voyais et ma pratique. Jusqu'au moment où je suis allée voir Documenta et d'un seul coup, j'ai compris que je pouvais être artiste sans être peintre. Mais pour les jeunes de maintenant, c'est très différent parce qu'ils rentrent aux Beaux-Arts au bout
de 10 minutes, enfin j'exagère un peu, mais au bout de 3 mois, il rentre aux Beaux-Arts pour apprendre à peindre et dessiner. Et comme on n'apprend ni à peindre ni à dessiner aux Beaux-Arts, mais à parler, donc ils changent complètement leur objectif. Et donc mon parcours a été assez difficile en ce sens que lorsque j'étais jeune, du reste encore maintenant, d'une femme, on dit qu'elle est une femme artiste, et les seuls artistes sont les hommes. Donc, quand j'avais votre âge, ce que j'avais à dire n'intéressait personne, c'était mon physique qui intéressait. Et ça a duré. Heureusement maintenant, ouf, j'ai des rides, j'ai tout ce qu'il faut pour que mon physique n'intéresse plus et qu'on commence à se dire « Oh là là, elle a peut-être quelque chose dans la tête ». Voilà, donc ça c'est le parcours le plus important. Ce qui m'a énormément aidé en termes de carrière, hein, je ne parle pas en termes de… Ah oui, on va dire en termes de sens, de responsabilité sociale, etc. Ce qui m'a aidé, c'est que mon père est mort dans la résistance dans le Vercors et ma mère, à 19 ans, était résistante. Et donc, j'ai grandi dans un milieu de gens résistants et tout de suite, j'ai eu cette notion que je n'étais pas née pour me soumettre. Donc ça m'a apporté une éthique personnelle que je peux transmettre dans mon, en tout cas qui est le soubassement de ma pratique artistique. La deuxième chose, c'est que j'ai jamais voulu me trahir et j'ai toujours travaillé avec ma lettre de démission dans la poche. Et j'ai jamais cherché à gagner de l'argent avec l'art. J'avais un métier à côté. J'ai toujours eu un métier à côté. Quand j'étais jeune, c'était n'importe quoi, hein. Ça pouvait être serveuse, peintre en bâtiment, n'importe quoi, ce qu'on trouvait. Et après, j'ai été professeur dans une école d'art, et ce qui fait que l'argent tombait comme ça tous les mois régulièrement. Et ma chance, c'est que j'ai toujours su vivre à l'intérieur de ce que j'avais. J'ai jamais fait de dette, etc. Et le plus important quand on veut être artiste, et c'est ce que disait Cézanne. Cézanne disait, pour être artiste, il faut être rentier. Et le plus important pour être artiste, c'est d'avoir un autre métier à côté, un métier alimentaire. Comme ça, en tant qu'artiste, on peut être extrêmement sincère et ne pas vendre sa création. Après, si elle atterrit sur un marché favorable, c'est autre chose. Mais faire de l'art pour vendre, ça ne sert à rien, enfin, de mon point de vue. Donc, ce qui m'a, alors en termes de carrière, puisque maintenant c'est comme ça que les gens parlent, ce qui m'a énormément aidé, c'est tout le système de centres d'art que Jacques Lang a mis au point à partir des années 81, et ce qui m'a permis en tant que femme d'exposer. Et j'avais une autre qualité qui m'avait vraiment permis d'exposer, c'est que je suis extrêmement réactive. Je suis capable de monter une exposition forte, on va dire, en l'espace de 2 mois, voire 1 mois. Et souvent, j'ai exposé dans les centres d'art parce que plutôt un artiste, parce qu'il n'y avait pas beaucoup une artiste, un artiste décommandait. Et donc, comme j'avais cette réputation de pouvoir sauver la mise, on venait me chercher, on me disait, est-ce que tu veux exposer? Et j'exposais et j'avais des catalogues et voilà. Donc, c'est un travail intense, mais c'est une passion, c'est parce que c'est une passion pour moi. Voilà. Et donc, voilà, et maintenant que je suis une vieille dame, les gens me respectent et c'est très agréable. Et pour répondre un peu, juste rajouter quelque chose,
J'ai une famille. Depuis 42 ans, je suis avec le même partenaire. J'ai des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Donc, je fais à la fois mon travail artistique et je me prive de rien. Oui. Bonjour. Bonjour. Écrire, c'est un peu laisser une trace. Et moi, je me demandais quelle trace vous aimeriez laisser, vous, au monde. Parce que vous parlez de... Vous vous en foutez un peu, mais vous avez quand même laissé quelque chose. Vous donnez quelque chose aux gens et vous créez du lien. Du coup, vous perdurez un peu dans ces mêmes liens. Est-ce que ça fait partie de votre pratique ou est-ce que c'est quelque chose, voilà, vous laissez faire? Alors, pour moi, si vous voulez, je pense pas. En fait, je pense pas beaucoup au passé et pas du tout à la trace que je vais laisser, etc. Bon, si jamais, et vous savez, si jamais les talibans, enfin, si jamais on tombe dans un régime similaire aux talibans, vous pensez bien que la moitié de la France ne laissera aucune trace. Donc, je ne me pose pas la question. Par contre, ce qui est très important pour moi, c'est le présent, l'échange au présent avec mes proches et avec les personnes que mon travail intéresse ou qui s'y retrouvent, etc. Et ça, pour moi, c'est important. Mais savoir ce que je vais laisser à l'humanité, ça me dépasse complètement. Et je crois que ça fait partie, si vous voulez, de ce que je disais, c'est une scorie de se regarder dans la glace en disant « je suis artiste, je vais laisser une trace à l'humanité », c'est pas du tout être sincère. Tandis que si on fait le travail justement parce qu'il y a une urgence personnelle, là, on peut toucher quelques personnes. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Si, merci. C'est quoi que vous appelez urgence personnelle? Alors, il y a un très grand poète américain qui est décédé, qui s'appelait Charles Resnikov, et on lui a demandé « mais comment est-ce que vous écrivez vos poèmes ?» Et il a répondu « First, there is the need ». D'abord, il y a le besoin. C'est ce que j'appelle l'urgence personnelle. C'est que je ne peux pas vivre ou je ne peux pas dormir si je n'ai pas réalisé cette chose. Est-ce que c'est du coup un peu une manière quelque part d'extérioriser quelque chose qui vient du soi? Est-ce que c'est pas une manière d'exorciser certaines choses ou au contraire vous parliez du fait que vous aviez plein de choses à dire. Est-ce que du coup c'est une manière toujours de s'exprimer et de réussir à s'exprimer et de réussir à dire ce qu'on veut dire au monde ou juste à soi au final? Tout à fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Récemment, j'ai fait une très grande bâche dans un lieu au milieu de nulle part à Charleville-Mézières et le texte c'était « Je ne suis pas né pour me soumettre ». Donc ça fait partie de ça. Et après, je relâche le micro, mais j'ai une autre question. Du coup, vous expliquiez que vous aviez grandi un peu dans un contexte où, parce que vous étiez une femme, c'était un peu on ferme ta gueule et va à la cuisine, je reprends vos mots. Est-ce que vous pensez que ça a été un jour un frein pour vous ou est-ce que au contraire, ça vous a plutôt poussé à toujours en faire plus pour jamais laisser les gens jamais vous faire taire, en fait, tout simplement. Alors, bon, c'était en dépit de vous, je continue mon chemin. C'est plus ça. Alors, il faut quand même dire une chose, c'est que quand on est une mère de famille, je suis désolée, hein, vous êtes très jeune et c'est une expérience
que vous n'avez pas. Quand on est une mère de famille, je me suis retrouvée mère de famille très jeune, j'avais 21 ans quand j'ai eu mon premier enfant. Et en plus, du fait du milieu dans lequel j'ai grandi, il y avait des choses que j'avais envie de transmettre à mes enfants. Et c'est cette éthique fondamentale. Le non-racisme, une ouverture, une empathie avec l'autre, etc. Et ça, c'est vraiment envie de transmettre ça, et je me suis servi aussi, bien sûr, des chansons engagées, de trucs comme ça, de voir des films où on pouvait discuter, etc. Donc, j'ai eu cette chance de pouvoir vraiment dire, transmettre ce que j'avais avec ma famille. Et le travail artistique, je l'ai transmis, je dois dire qu'à l'heure actuelle, depuis une dizaine d'années, les jeunes s'intéressent beaucoup à mon travail. Et, mais pas ceux de ma génération. Je mets entre plein de points de suspension que vous pouvez remplir avec toutes les insultes que vous voulez pour avant ceux de ma génération. Hein. Mais donc, si vous voulez, c'est des gens qui sont absolument sans intérêt, qui brandissent leur paquet, et on ne peut pas avancer avec eux. Donc, on n'a qu'à voir, c'est vraiment eux, le capitalisme, le sexisme, le racisme, tout ce qu'il y a de négatif, c'est le patriarcat. Voilà. Mais on peut se battre contre ça à son petit niveau. Et c'est un peu, si vous voulez, moi je ne me suis pas vraiment battue d'une manière avec des assauts, etc. Pour moi, ma manière de battre, c'était j'existe en dépit de tout ce que vous voulez que je sois. J'existe et je prends la parole et je la garde et je ne fais pas ma fifille. Je vous remercie. Et moi, je remercie toutes les jeunes, et je remercie MeToo, et je remercie vraiment toute la nouvelle génération qui prend les choses enfin en main. Il n'y a plus de questions? Ou de réflexion. On n'est pas obligé d'avoir toujours des questions. Moi, je vais quand même vous dire quelque chose d'important, parce que généralement, on ne dit pas ça. C'est formidable de vieillir. C'est sensationnel. Moi, c'est vraiment les moments à l'heure actuelle, et là, je peux le dire, franchement, je suis bien placée pour le dire, c'est mes meilleurs moments. Je travaille comme je veux, j'ai beaucoup moins d'idées qui vont dans tous les sens, et ça vaut vraiment le coup. Hein. Ce n'est pas no future. S'il n'y a plus d'autres questions, c'est sûr? Ou discussions, réflexions? Eh bien, un grand merci de cette rencontre. Du coup, on va peut-être vous libérer. Excusez-moi pour le retard, mais alors je me suis battue avec 3 ordinateurs. Je courais de l'un à l'autre et j'arrivais pas à avoir la connexion. C'est pas grave parce qu'après, ça s'est rattrapé et c'était vraiment passionnant comme échange. En tout cas, on vous remercie beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Et je peux vous témoigner que c'est rare qu'on ait autant de questions. Donc, c'est que les étudiants étaient vraiment intéressés. Et là, nous sommes
Du coup, on va travailler avec le FRAC et Ruby sur la suite pour le prochain volet de gigantisme. Et c'est pour ça qu'on voulait repartir aussi de ce qui a été fait, vous rencontrer et repartir de cette expérience et de cette œuvre. Voilà. Ok, merci beaucoup. Eh bien, un grand merci de votre intervention. Et puis voilà, vous avez des choses à dire encore? Non? Ah, Constance. Merci. Pas grand-chose à dire. Moi, je voulais juste vous remercier. Je trouve que votre témoignage est très, très inspirant. Voilà, c'est tout. Eh ben, merci, moi je suis très touchée. Eh bien, on vous remercie et puis on vous souhaite une bonne soirée. Merci, vous aussi, au revoir. Au revoir. Au revoir.